Alors Walter, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Eh ben écoute, moi ça va pas mal, le lancement est passé, là on va faire le job, on va discuter le temps en fait hein, que les gens s'installent. Walter, est-ce que tu peux te présenter en fait en quelques secondes? Tu es le cofondateur d'Openland, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce que c'est Openland? C'est ça, cofondateur d'Openland, entreprise très collaborative. Je salue Sylvain, Nathalie notamment qui m'ont cofondé avec moi. C'est une entreprise à mission dont l'objectif est de créer un écosystème créatif et entrepreneurial au service de la planète. Voilà, donc on parle ici de Tech for Good. Nous, on va parler de création, d'entrepreneuriat for good, d'une certaine manière. Évidemment, la tech nous intéresse aussi énormément. Bien Et sûr. voilà, et il y a urgence, comme tu le sais et comme tu l'as signalé. Ouais, bah effectivement, il y a un peu urgence. C'est pas pour rien, Walter. Je pense que voilà, on a souhaité te donner la parole ce matin. Tu nous as aidé à construire une partie du programme, justement en fait en lien avec ces thématiques. Donc nous, c'est un vrai plaisir. Je crois que tu portes une parole qu'on a besoin d'entendre. Moi, ce que je te propose, c'est de te laisser voilà, envahir l'espace et puis envahir les esprits aussi en fait de l'ensemble des gens qui nous écoutent ce matin. Ok, Je te souhaite une bonne conférence. merci Adrien. Bon, bonjour à chacune et à chacun, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vais vous faire passer quelques messages, vous allez voir, c'est un peu comme une marche en montagne. Ça commence doucement, il fait beau, c'est beau. Et puis ça commence à décliner un petit peu. Il y a comment on dit, du positif, enfin on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et puis ça devient de plus en plus dur. Mais en haut, il y a le sommet. Et quand on est là-haut, on a une vision d'ensemble qui est très intéressante, très belle déjà. Et c'est là que je vais essayer de vous emmener ce matin. Et pour commencer, comme disent les Québécois, je vais vous proposer un petit icebreaker en vous posant 3 questions que vous n'allez peut-être pas totalement comprendre, mais vous verrez au fil du temps, on essaiera d'y apporter les réponses. Donc d'abord votre âge, en ppm, le connaissez-vous? Sinon, il va falloir que vous vous y mettiez. La capacité de stockage totale des batteries aux États-Unis aujourd'hui, et ce qu'elles pourraient fournir en énergie, en électricité, et le poids total des occupants de cette salle. 3 questions. Mais avant de traiter ces questions, je voudrais faire des remerciements. C'est un peu comme le Festival de Cannes. Et Adrien nous a tendu une perche tout à l'heure, une très belle perche, parce que le premier remerciement que je voudrais faire, évidemment, c'est cette terre qui nous porte. Je ne sais pas si vous sentez là sous vos fesses, sous vos pieds, cette terre qui est là depuis 4 milliards et demi d'années, qui porte la vie depuis 3 milliards 800 millions d'années. C'est le plus grand laboratoire de R&D du monde. Donc merci à ce laboratoire et merci à elle, évidemment. Cette photo, pour info, qui est la première photo grand large de la Terre, prise en 1972 par la mission Apollo 17, a été prise parce que des humains ont engagé un défi pas croyable qui était d'aller là-haut. Alors pour info, ils l'ont engagé avec un petit ordinateur, l'AGC qui fonctionnait avec l'équivalent en code d'un roman de 170 pages, 72 kilooctets, pour piloter la mission Apollo et son atterrissage. Vous imaginez? 72 kilooctets. C'est une requête Google. Et avec ça, on a envoyé les hommes sur la Lune. 72, la photo la plus vue sur Terre. Et qu'est-ce qu'on a appris avec la conquête spatiale? D'abord, on a appris à se connaître. On a appris qu'on était fragile. On a appris qu'on était beau. Et on a appris qu'on était dans un grand vide. Et donc, on était un petit miracle. Merci à l'équipe maintenance, qui permet, avec cette fine couche de 100 km, que la vie soit possible sur Terre. Qu'on puisse respirer, qu'on puisse cultiver, qu'on puisse créer des startups. Merci à l'équipe approvisionnement, évidemment. J'ai appris qu'il y avait des food trucks ce midi ici. Sans doute vous avez pris un petit déjeuner ce matin. Dans vos équipes, le matin, on vient rarement, j'espère, le ventre vide. Sans les pollinisateurs, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci à la communication territoriale, on est à Nantes, il y a l'éléphant à côté. On sait ce qu'on lui doit, mais je ne sais pas qui on paye pour ça. Enfin, je crois qu'il y a un deal avec une ONG du Laos, et c'est déjà un bon pas, c'est très bien. En tout cas, les éléphants ne nous ont rien demandé, et nous leur devons beaucoup. Merci à la famille, évidemment. Nous ne descendons pas des grands singes, nous sommes un grand singe. Nous faisons partie de la famille des grands singes.
Et nous avons plusieurs choses en commun avec les chimpanzés, et notamment la faculté de digérer l'alcool. Tout ça, ce sont des extraits de ce qu'on appelle, des extraits, parce que je pourrais en donner bien d'autres, la forêt, l'eau, les services écosystémiques. Leur valeur, c'est 125 000 milliards de dollars chaque année. Chaque année. Ce sont donc les intérêts qui sont versés par le capital naturel chaque année, qui nous sont versés gratuitement et à qui on ne rend pas beaucoup, pas grand-chose. Pour info, c'est 1,5 fois le PIB mondial. C'est-à-dire pour faire 1,50 $ de PIB mondial, plutôt avec 1,50 $ de capital naturel, on fait 1 $ de PIB mondial. On a besoin de beaucoup de capital naturel pour faire du PIB. Alors vous me direz, c'est quoi le rapport avec la tech? Je me suis posé la question, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé sur Amazon, j'ai commandé mon kit « Fais ta startup toi-même » en 3 mouvements. J'ai obtenu ceci. Du café, bio-équitable, un ordi et un baby-foot. Bon, ça c'est le modèle transportable pour les nomades. C'est quoi le rapport avec le capital naturel? Si je vous dis café, je pense que vous le verrez. On a parlé des pollinisateurs. Sans eau, sans pollinisateurs, sans sol, a priori, pas de café. Pour l'ordinateur, ça devient un peu plus compliqué. Vous savez que là-dedans, il faut 1500 litres d'eau pour fabriquer ça. 2 tonnes de combustible fossile et 22 kg de produits chimiques. Juste ça. Et puis, pour faire ça, bon, celui-là, il est en bois. Donc, du bois, de la forêt, les sols, l'eau, la photosynthèse, l'air, la lumière, tout ça, tout ça. Voilà, le rapport avec la tech est démontré. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer à la suite. C'est notre défi, c'est votre défi aussi. La tech est concernée, comme je vous l'ai montré, et il y a un sacré défi. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Probablement parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous sommes. Nous sommes certes des humains, mais nous sommes avant tout des êtres vivants. Nous sommes dans le vivant, nous ne sommes pas à côté. D'ailleurs, si on pesait le vivant sur Terre, et j'en viens à ma question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que le vivant, ce sont d'abord des plantes. Si on pesait tout ce qui est vivant sur la Terre, d'abord des plantes. Plus surprenant, ces petites bébêtes qu'on a, y compris dans l'estomac, dans le corps, et sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. La vie animale, sauvage, les mammifères. Et puis à l'intérieur de tout ça, voilà notre poids. Le poids de cette salle, le poids de la tech, le poids de la vie humaine en général, c'est 0,01% du poids de la vie sur Terre. J'aurais tendance à dire 99,9% des emmerdes. Depuis que Sapiens a décidé de faire de l'agriculture, il y a 12 000 ans à peu près, on a un petit peu changé 2-3 choses. Le végétal, la vie sauvage, et puis l'élevage. Ça, c'est Sapiens. Premier défi, la vie. Deuxième défi, le climat. Là, les liens sont peut-être plus évidents avec la tech, je vous les rappelle. D'abord, on est dans cet univers-là dont on a parlé tout à l'heure. Une petite exception, puisque la température moyenne à la surface de la Terre, en tout point, et à tout moment de l'année, c'est 15 degrés. Et ce petit miracle rend la vie possible, rend l'agriculture possible. Si on n'avait pas cette couche d'atmosphère qui nous protège, et qui produit ce qu'on appelle l'effet de serre, qui est un phénomène naturel et bénéfique, dans un premier temps en tout cas, eh bien la vie serait très difficile sur Terre parce qu'il ne ferait pas plus 15, mais il ferait moins 15 degrés en moyenne, avec évidemment des oscillations extrêmes. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur l'effet de serre, mais bon, sachez qu'en gros, c'est plutôt bénéfique, et puis il ne vous aura pas échappé si vous lisez la presse,
que depuis quelques années, ça commence à aller un peu de traviole, un peu dans le décor. Pourquoi? Parce que parmi les gaz que la Terre émet, il y en a un qui est émis de façon plus intense depuis quelques dizaines d'années par nous, c'est le CO2, il y en a d'autres, il y a le méthane, il y a d'autres gaz. Mais en gros, tout ce qui est lié à notre utilisation des combustibles fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole. Voilà. Bon, là-dedans, vous pouvez regarder ce schéma. Il y a à peu près tout ce que vous faites dans une journée, ou dans une semaine, ou dans une année. Les vacances, le travail, les serveurs qui tournent sur des centrales thermiques, charbon, pétrole, nucléaire parfois, mais dans le monde, c'est très rare en réalité. Un peu d'énergie renouvelable aussi, quand même. Alors voilà, ces émissions de gaz à effet de serre, là vous avez la vision sur 800 000 ans, j'aurais pu la faire sur 3 millions d'années. On voit très bien que ça a commencé à dévier très sérieusement après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, en fait, une fois que la révolution industrielle du 19e siècle a produit ses effets et nous a emmenés dans une consommation effrénée de pétrole et de gaz et de charbon. Pour le meilleur, d'un côté, la médecine, plein de progrès scientifiques, bien sûr. Mais aussi, je ne sais pas si c'est pour le pire, en tout cas avec quelques difficultés. Pour qu'on s'en sorte collectivement, il faudrait que la concentration de CO2 dans l'atmosphère se situe à 350 ppm, parties par million. C'était ma question de tout à l'heure. 350. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est quelque part entre 415 et 416 parties par million. Si on voulait retourner à 350, ce qu'il faudrait faire, il y a un peu de travail. Aujourd'hui, si vous avez 30 ans, si vous êtes né en 1989, vous êtes né à 350 ppm. Si vous avez mon âge, 46 ans, vous êtes né un peu avant. Si vous êtes né dans les années 60, vous êtes né à 280 ppm. Et si vous naissez aujourd'hui, si vous avez des enfants, ils naîtront donc entre 415 et 416 ppm. Cette courbe ne fait que monter, c'est une vraie start-up. Vous me direz, comme les énergies renouvelables. Et donc, bonne nouvelle, tout va bien. Regardez. Le vent, le soleil, tout ça, super. C'est vrai, il n'y a rien à dire, c'est là. Le petit problème, c'est que tout ça, ça représente le petit bout du petit bout du petit bout de la flèche rouge qui est là-haut. OK? Donc, la tech, mais comme l'agriculture, comme le transport, comme l'habitat, comme tout ça, collectivement, on tourne principalement avec ça. Charbon, pétrole, gaz. Aujourd'hui, ça c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Et surtout, ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que les énergies renouvelables ne se substituent pas, elles s'additionnent. Je vous ai posé tout à l'heure une question sur la capacité de stockage en électricité des États-Unis. Je parle de la capacité de stockage industrielle. Imaginons, on charge à bloc. Et ensuite, on fait tourner l'électricité, hein, je n'ai pas dit l'énergie, l'électricité, c'est une partie de l'énergie. On fait tourner les États-Unis, l'électricité des États-Unis, avec ce chargement à bloc. À votre avis, combien de temps ça dure? On en a pour combien de temps d'énergie? Je vous pose la question. Une idée? Un chiffre? 5 minutes? C'est moins. 30 secondes, c'est moins. Qui dit moins? 6 secondes 4. C'est aujourd'hui, au moment où je vous parle, la capacité de stockage électrique des États-Unis. 6 secondes 4. Je suis mauvaise langue, cette année ça va tripler, ça va passer à 18 secondes. Et l'an prochain ça va doubler, on va approcher des 40 secondes. Alors après, une batterie, elle se charge, elle se décharge. Hein. Je ne dis pas qu'on fait une année avec une charge, c'est pas ça. Mais enfin, vous voyez quand même l'écart entre parfois nos illusions et la réalité physique. Sur la question du climat, en fait, on a un budget carbone. On a signé les accords de Paris en décembre 2015, et on dit qu'il ne faut pas dépasser un réchauffement planétaire de 1,5 degré depuis le 19e siècle. Pour mémoire, on a fait 4 degrés depuis la dernière ère glaciaire, depuis 12 à 14 000 ans. Et là, nous, on est en train de faire 2 degrés en 150 ans, et peut-être 3 degrés en tout jusqu'à la fin du siècle. Ça, c'était notre budget carbone, ce qui nous restait à consommer pour ne pas atteindre 1,5 degré de réchauffement climatique planétaire en 1927.
Ça, c'est aujourd'hui. Enfin, il y a 3 ans. Vous voyez la petite ligne rouge à 10 heures, c'est 1,5 degré de réchauffement planétaire. Et la ligne à midi, c'est 2 degrés. Vous voyez le sujet? Donc si on invente des solutions, il faut qu'on ait pris la mesure des problèmes. Je pense qu'on aura des réponses, mais on n'aura pas de solutions. Les réponses, elles sont entrepreneuriales, c'est une partie du truc, mais elles sont aussi sociétales, culturelles et politiques. En attendant, les effets de ce réchauffement, de ce CO2 là dont vous avez vu la courbe qui va vers le haut comme une start-up tout à l'heure, eh ben, on les voit déjà, les stigmates, même en France. Quand on prend l'apéro en terrasse et sans chaufferie, enfin en tout cas sans ces petits dispositifs au gaz là qu'on voit sur les terrasses de bar en plein mois de février, ben, on comprend qu'il y a un petit sujet quand même. C'est pas désagréable en soi, mais il y a un sujet. Les climatologues, une équipe française, a essayé de chiffrer non plus les moyennes, mais les extrêmes. En se disant, en 2050, c'est-à-dire dans 31 ans, c'est quoi le climat extrême? Je précise, extrême de la France. Alors extrême, ça veut dire quoi? Ça veut dire canicule 2 étés sur 3, et ça veut dire canicule pendant quelques jours à quelques semaines. Perso, j'ai 46 ans. En 2050, si je suis encore de ce monde, j'aurai 77 ans. Je m'interroge sur ce que sera mon quotidien par 48 à 55 degrés l'été, surtout si mon climatiseur tourne à l'électricité, que les fleuves sont au plus bas et que les centrales nucléaires sont à l'arrêt, comme les TGV, comme une partie de nos serveurs, parce qu'avec ces températures-là, ça va être compliqué de tout réfrigérer. Vous allez voir, ça va se terminer. Je sais, c'est dur. Mais c'est comme en montagne. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Voilà, on est sur cette ligne rouge. Ça, c'est tous les schémas possibles, les scénarios qui ont été faits par les climatologues. Bon, ben nous, on a choisi d'être plutôt en mode start-up. Au bout, tout en haut, c'est l'année 2100, et on est sur un réchauffement de 3 à 5 degrés, grosso modo. Voilà. Donc, en gros, la Terre va juste quitter son système stable, le système stable dans lequel elle était depuis des années, pour entrer dans un système instable. Et devenir potentiellement une serre. J'en termine, juste pour dire que je vous ai parlé du climat, je vous ai parlé de la vie, je vous parle aussi des pollutions, enfin je vous fais un petit mot là-dessus, et au bout du compte, eh ben, si on veut tous aller vivre sur Mars, c'est intéressant. Ça c'est Mars, mais au rythme où on va, en fait on aura 2 planètes Mars. Donc on n'aura même pas besoin d'aller coloniser Mars, ce sera déjà fait. Alors là-dessus, on nous dit Tech for Good. Super. Je prends un exemple. Lime, valorisé 2,4 milliards de dollars. Super. Mobilité électrique, rien à dire. Si, quand même, un truc à dire. Ça, c'est en Chine. Des cimetières comme ça, il y en a des centaines. C'est quoi ça? C'est des vélos. Ou des trottinettes, je ne sais plus. Il y en a comme ça par paquet. Alors, c'est ça le problème de dire « j'ai un problème, j'ai une solution ». Ouais, c'est un peu simpliste des fois. Parce que la mobilité en trottinette, moi je suis à fond pour, mais pas à n'importe quel prix. Surtout que je ne vous ai pas parlé de ressources, mais les ressources ne sont pas illimitées. Ça, c'est tout neuf. Ça date d'il y a quelques jours. C'est Tesla qui alerte le gouvernement américain sur la disponibilité des métaux pour faire les batteries. Vous avez vu, on a 6 secondes 4, on est déjà en mode panique. On n'est pas rendu à 365 jours. Hein. La tech, qu'est-ce qu'elle fait? Comme tout le monde, mais plus que le transport aérien, elle émet des gaz à effet de serre. Nous, on est sur la ligne verte là-haut. Presque la ligne rouge si on continue ou si on accélère. Mais on sait qu'on pourrait, si on le décidait, entrer dans une tech plus sobre, avec des usages différents, avec un code plus sobre, plus réfléchi, moins obèse, comme on dit, moins d'obésiciel, et on serait sur la ligne violette. Ça ne résout pas tout, je suis d'accord. Mais vous avez vu, c'est déjà une partie du problème. Et ça, c'est très facile à faire. Il faut juste qu'on le décide. Pour décider, il faut décider. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je dirais tout le monde n'est pas d'accord pour le moment. Mais il y a des arguments. Lui, c'est Larry Fink. Larry Fink, c'est le patron de BlackRock.
C'est le plus gros fonds d'investissement au monde. 6 000 milliards de dollars d'actifs. Et lui, il commence à titiller un peu les boîtes en disant « Travaillez votre raison d'être, travaillez l'intérêt général. On ne peut plus faire comme avant. Il y a des sujets. La pauvreté, l'égalité des sexes, le climat, la vie. C'est aussi une responsabilité d'entrepreneur. » La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'on laisse ça derrière nous, eh bien, on sait plein de choses et on sait faire plein de choses. Et c'est là-dessus que je veux vous emmener maintenant. Voilà, essayer d'éclaircir un petit peu la situation. La base, c'est ça. Hein. J'ai un fils qui est en CP, il pourrait faire le même schéma. D'abord, le capital naturel, parce que de toute façon, on n'a pas plus. À l'intérieur de ça, le projet humain, super. Moi, je suis pour. Et puis, à l'intérieur du projet humain, il y a le projet économique. Il y a nos projets. D'ailleurs, les projets, ils ne sont pas obligés d'être marchands, ils peuvent être non marchands, mais il peut y avoir de la place pour des boîtes. Et là, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à imaginer. Ça, cette petite chose, je ne vais pas vous le détailler, juste pour vous expliquer ce que c'est, ce sont les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a l'égalité des sexes, il y a l'éducation, la qualité de l'éducation, il y a les ressources halieutiques, il y a les énergies renouvelables, il y a les bâtiments sobres, enfin, il y a plein de choses. Et plein de choses auxquelles la tech contribue déjà aujourd'hui, mais pourrait contribuer beaucoup plus massivement. On n'a pas que des idées et des principes, on a aussi des outils. L'économie circulaire, au lieu de prendre et de jeter, on considère qu'il n'y a plus de déchets et qu'un déchet est une ressource, un peu comme dans une forêt. Si vous vous baladez en forêt, les déchets, ils ne sont pas naturels, les déchets, ils sont humains. La forêt, elle recycle tout. Hein. Elle filtre l'eau, elle absorbe le CO2, elle fait de la photosynthèse, elle produit du bois. Voilà, pas de déchets. L'agroécologie, c'est une agriculture qui répare. En France, on est en train de basculer dans l'agriculture bio à une vitesse pas croyable. L'année dernière, on est rendu à presque 10% des agriculteurs français qui sont en bio. C'est trop lent encore, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là il y a une dizaine d'années, on était à 5. Donc ça a doublé. Et puis là, ça va aller très vite maintenant. L'économie de fonctionnalité, les trottinettes, je disais, si c'est bien utilisé et intelligemment, on s'intéresse à l'usage. Je ne suis pas propriétaire de ma trottinette, je vais être, entre guillemets, propriétaire de l'usage pour aller d'un point A à un point B. Et ça marche aussi avec les voitures, évidemment. Le biomimétisme, pareil, très beau sujet pour la tech. C'est quoi? C'est je m'inspire ou je copie la nature. Par exemple, le martin pêcheur, quand il plonge dans l'eau pour aller piquer sa proie, il a une particularité, c'est qu'il ne provoque pas de remous. Donc il garde la vision sur sa proie. Pourtant, il plonge à 200 km/h. Les ingénieurs japonais sont allés voir la structure du bec du martin pêcheur. Ils ont découvert qu'il était strié d'une certaine façon, que ça permettait d'accélérer son aérodynamisme. Ils ont fait pareil, ils l'ont reproduit sur le bec du Shinkansen, le TGV japonais. Et on peut faire plein de choses comme ça. Il y a un univers entier à découvrir. Et il se trouve qu'il y a des boîtes qui ont déjà commencé à défricher. Je ne vous apprends rien, vous êtes sûrement certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous dans ces boîtes, qui ont commencé à défricher. J'aime beaucoup parler d'Mkopa Solar, parce que c'est un projet qui est né au Kenya, donc qui n'est pas né en Europe, qui n'est pas né aux États-Unis, voilà, qui n'est pas né en Asie. Il est né sur le continent africain. Et il est assez exemplaire parce que son objectif, c'est de donner l'électricité, d'apporter l'électricité à ceux qui n'en ont pas, pour que les enfants puissent étudier leurs cours le soir avec autre chose qu'une lampe tempête qui produit des gaz, qui provoque des incendies, etc., etc. Donc ils ont créé un kit solaire, low-tech, qu'ils distribuent. Et la petite particularité, c'est qu'avec ce kit solaire, ils ont apporté une solution magnétique par téléphone portable, qui permet aux familles de payer, de faire du micro-paiement pour avoir le kit solaire, et au bout d'un an, d'être propriétaire du kit, et ensuite, éventuellement, pouvoir en ajouter un pour avoir un petit peu plus de confort à la maison. Mkopa Solar lève des fonds régulièrement, embauche plus de 1500 personnes, touche désormais pas loin de 2 millions de personnes avec ses activités, est en train de créer une activité de construction de panneaux solaires au Kenya. C'est une boîte exemplaire. Fairphone, vous connaissez? Alors tout le monde me dit oui, Fairphone, c'est pas parfait. Je sais que c'est pas parfait. Mais Fairphone, avec le 1 et le 2, ils ont pris le problème à l'envers. Ils se sont dit comment on crée une tech durable. 1, le cobalt, dans les mines du Congo.
Les trafics, c'est pas possible. Le sang sur nos téléphones portables, c'est pas possible. Donc on va créer une filière équitable, comme pour le café. Et ils l'ont fait. Et avec ça, ils ont fait le Fairphone 1. Ensuite, ils se sont dit, l'obsolescence programmée, c'est pas possible. Parce qu'il y a la question du climat, parce qu'il y a l'énergie, parce que tout ça. Et donc, ce téléphone qui fonctionne comme un Lego, avec une quarantaine de pièces, qui se montent, qui se démontent, voilà, quand la cellule photo est endommagée, on renvoie la cellule photo chez Fairphone ou chez le réparateur du coin, et puis voilà. Leur objectif, c'est un téléphone pour une vie. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas possible. Bah, vous croyez que c'est possible, là, 54 degrés en été? Je sais pas, entre un téléphone tous les ans et puis 54 degrés, bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un sujet. Bon, Fairphone, c'est pas un chemin tranquille, hein. Ils lèvent des fonds régulièrement, ils ont failli mettre la clé sous la porte, bon. Et là, je dis, ok, on a des gens qui ont défriché, qui sont innovants. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les autres, là? Qui crèvent? On peut pas coopérer un peu, là? À dire, bah ouais, ah, c'est pas con, ça. Moi, la pomme, là, je pourrais faire comme eux. Et puis, on va travailler ensemble. On va la changer, la tech. Puisqu'ils savent faire, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Carnot, vous connaissez, je sais que Sandrine Roudot vous en a parlé l'an dernier. Ça, c'est à la fois un ordinateur et un radiateur. Voilà, c'est dans un HLM qui entre en production à Bordeaux, 376 radiateurs. Donc d'un côté, ça fait du calcul pour des clients privés, et de l'autre, ça fait de la chaleur pour les habitants. Voilà, la dispersion plutôt que la réfrigération. Là, on fait des économies. Back market, les Nantais connaissent bien. Tiens, d'ailleurs, voilà. Ça vient de back market. Enfin, ça vient des États-Unis. Il a eu 2 ou 3 ans de vie avant, et là, je l'ai depuis 2 ans. Bon, c'est un 5S, ok. Petit écran, ok. Est-ce que ça m'empêche de travailler et de gagner ma vie? Non. Give, les Bordelais. Vous connaissez peut-être, ils ont levé des fonds l'an dernier. Eux, leur truc, c'est de dire, quand je mets quelque chose sur le bon coin, souvent, eh ben, ça ne se vend pas. Parce que, bah, je sais pas, les gens ne veulent pas payer pour ça. En revanche, voilà, c'est des choses, quoi. C'est du mobilier, ça peut servir. Leur appli a permis de remettre sur le marché 3000 tonnes de matériel l'an dernier. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est qu'un début, ils ont des ambitions assez grandes en Europe et dans le monde. C'est très ambitieux comme projet, et je trouve ça très chouette. Donc je voulais le partager avec vous. Il y en a d'autres des comme ça. Là, c'est un peu plus industrie classique, mais je voulais vous le montrer parce que c'est quand même inspirant. Yanmotion. Yanmotion, ils prennent une voiture thermique avec un moteur classique. Vous arrivez avec votre bagnole, tac, vous dites, bon, bah, moi, je veux une voiture électrique. OK, eh ben, ils ouvrent le capot, ils enlèvent le moteur, ils mettent un moteur électrique. Comme ça, il n'y a pas besoin de reproduire la voiture. C'est 50% de la pollution, 50% de la consommation d'énergie en moins sur un véhicule à peu près normal. Pour l'instant, c'est en mode prototype, mais je suis sûr que ça va faire un tabac. Drivey, vous les connaissez sûrement, vous les utilisez peut-être. Pareil, économie de fonctionnalité. Je n'ai pas besoin de posséder la voiture. Je peux, avec un smartphone, ouvrir une portière, enfin réserver déjà, ouvrir la portière, partir, la remettre, et on partage ce qui est déjà produit. On évite de produire tout le temps en plus. Et là, c'est un service innovant. C'est un service innovant qui s'appuie sur une économie circulaire. Notco, ça vient du Chili. Ils ont fait une grosse levée de fonds l'an dernier. Et leur truc, c'est de dire, si on arrête avec l'alimentation carnée, on va en partie répondre à l'enjeu du climat. Et c'est vrai. Vous savez, l'élevage est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, de méthane notamment. Alors eux, leur truc, c'est de dire, on va travailler sur des approches d'intelligence artificielle pour détecter ce qui fait dans le goût humain, ce goût si particulier, la différenciation entre la viande et les végétaux. Leur but, c'est sur la base de végétaux, de reconstituer des textures et des goûts qui s'approchent de la viande pour que dans un plat, on ait bien des végétaux, donc des légumes, mais sans dire, voilà, j'ai pas eu cette sensation-là de manger de la viande. Voilà. Je dis ça pour les gens qui ne sont pas végétariens, il y a peut-être des végétariens aussi. Donc ça, c'est intéressant, ça va dans le bon sens. Il y en a plein comme ça. Airbnb, vous connaissez? Bon, on prend la recette Airbnb, puis on dit, bah, au lieu que ce soit tout concentré entre quelques mains, on va essayer de partager. Comment les habitants, comment les usagers et comment la plateforme
peuvent-ils travailler ensemble en intelligence collective pour produire le meilleur service et faire que les fruits qui en sont retirés soient partagés et non pas capitalisés entre quelques mains. Ça, c'est un projet européen qui est en train de couver là en ce moment. Je vous suggère de le suivre. La librairie.com, c'est un peu le même principe. C'est des gros réseaux européens de libraires, en ligne ou en physique, qui se mettent ensemble en disant comment on fait pour ramener les gens chez nous. Qu'est-ce que ça peut faire d'attendre qu'un livre vienne en 2-3 jours chez mon libraire d'à côté, si je sais que ça le fait vivre, et que ça fait vivre les enfants qui sont dans l'école où sont mes enfants aussi? Est-ce que j'ai vraiment besoin tout le temps d'avoir mon truc dans les 10 secondes? Ben non. Et ça marche. Voilà. Et ça fait travailler l'économie locale. Et pour ça, il faut de la tech. Parce qu'il faut faire les plateformes, il faut faire les algorithmes. Tout ça, c'est compliqué. Les libraires, ils sont nuls en algorithme. Enfin, je crois. Enfin, le mien, il est nul, en tout cas. Alors ici, à Nantes, on fait des maisons en 3D aussi. Ça, c'est en Italie. La petite différence, c'est que c'est fait à base de paille de riz. C'est une maison low-tech, bioclimatisée, qui ne consomme pas d'énergie. Elle est plutôt faite pour les pays du Sud. Voilà, impression 3D. Avec des nouveaux matériaux. Ça, c'est Hazar Askin, Earth Spaces Project. Hazar Askin, peut-être vous connaissez, c'est l'un des designers de Mozilla, l'un des anciens designers de Mozilla, serial entrepreneur. Et lui, son truc, c'est de dire, je vais tenter, par l'intelligence artificielle, d'aider à décrypter le langage animal. Donc il fait des enregistrements, des milliers et des milliers d'heures, des baleines, des éléphants au Congo. Et ensuite, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait interpréter ce langage. Pourquoi? Pour mieux comprendre les animaux, qui sont doués de sentiments, et pour essayer de rapprocher les humains, et accessoirement aussi la tech, du monde animal, pour avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit, de cette planète sur laquelle on est. Sa fondation, c'est une fondation, a levé 20 millions de dollars pour mener ce projet à bien. Je ne sais pas s'il y arrivera. Mais en tout cas, c'est un beau projet. Et je termine avec ce projet qui s'appelle Corail Artefact. Et volontairement, ce n'est pas de la tech. Quoi qu'il peut y en avoir un peu. Sur la gauche, vous avez une œuvre de Jérémy Gobet, c'est un artiste. Lui, sa passion, c'est le corail. À droite, vous avez le travail d'une entreprise du Puy-de-Dôme qui s'appelle La Fontanille et qui tisse, enfin qui brode plutôt de la dentelle, et notamment le point d'esprit. Jérémy Gobet, l'artiste, a découvert que le point d'esprit est très proche de la structure cellulaire du corail. Et alors il est allé voir La Fontanille et il leur a proposé un projet artistique. Ce projet artistique est devenu un projet de R&D à la fin de l'année dernière. Il est en cours en ce moment. Et l'idée serait de voir si La Fontanille peut concevoir des tuteurs solides, en papier biodégradable, brodés selon le point de dentelle, qui pourraient accueillir des boutures de coraux. Parce que le corail, quand il est bouturé, il repousse très vite. Voilà comment une boîte française qui fait de la dentelle pourrait demain avoir un deuxième métier, qui est réparer la mer. En l'occurrence, puisqu'elle en fait partie, réparer la terre. Tous ces gens-là ont fait des choses formidables. La première des choses qu'ils ont faites, c'est s'intéresser à ce que dit la science. C'est faire en sorte que la science citoyenne retrouve le chemin de l'entreprise. Parce que personne n'est coupable de ne pas connaître les courbes que je vous ai montrées. Moi, un jour, je les ai apprises. Avant, je ne les connaissais pas. C'est juste qu'on n'a pas été confronté dans nos études, dans nos parcours professionnels à ces sujets. Et pourtant, ils nous engagent. Ils engagent l'humanité. Ils engagent les gens qui prennent des décisions, comme vous. Écoutez ce que dit la science. Avoir l'ambition de penser qu'une économie qui régénère, c'est possible. Pour l'instant, c'est encore en partie une utopie, sauf dans l'agriculture. Restez humble, ambitieux mais humble, le monde est fini, il n'est pas sans limite. Travaillez la vision, la raison d'être du projet. Comptez la nature, c'est le capital naturel. Privilégiez les low-tech, le design d'usage, tout ce qui est léger, le code léger. Et puis, quand on trouve des choses, parce que je suis sûr, quand on a du talent, la tech a du talent, une capacité de leadership, il y a tout ça dans la tech. Et quand on trouve, le dire, surtout le raconter, même si ce n'est pas parfait, même si c'est que le début, parce que c'est inspirant, parce que ça en met d'autres en mouvement.
Et en plus, il y a du cash. Bonne nouvelle. Il y a du cash puisque les fonds d'investissement d'impact social et environnemental, et parfois même avec des volets tech for good, sont en train de se constituer. Là, vous avez la courbe pour les fonds en France, et sans doute ces chiffres sont sous-estimés parce que ça bouge tous les jours. Enfin, vous voyez, ça a déjà l'allure d'une start-up. Voilà, donc la question qui est posée, que je vous pose, que je nous pose, je m'implique évidemment là-dedans, hein, c'est pas pour donner des leçons, c'est est-ce qu'on va continuer avec une économie qui extrait, ou est-ce qu'on va commencer avec une économie qui prend soin, qui répare? De quoi vous avez envie là? Qu'est-ce que vous sentez? Ici, pas là, là. Qu'est-ce qu'on veut? Extraire l'attention, les données, l'énergie, les ressources. Burn-out de la planète, Adrien l'a dit tout à l'heure, burn-out humain dans les boîtes, compétition tout le temps, et tout ça pour l'ego? Je ne sais pas. Travailler l'impact en communauté, parce que les défis sont tels qu'on n'aura pas le choix, en coopération, pour se sécuriser aussi, en recourant à l'open source, parce que si ça marche ici, ça peut être déployé ailleurs, et puis on aura peut-être moins de patrimoine, on sera peut-être moins riche, mais je pense qu'on sera fier de ce qu'on fait. Voilà, donc la question c'est quel futur on veut ensemble. Et là je vais vous demander, si ça ne vous embête pas, de prendre vos téléphones, de les tendre vers moi. Non, c'est vrai, hein? Non, vous n'allez pas les jeter. Vous allez les éteindre. Alors, je précise, ceux pour qui cet exercice est suffocant, la sortie de secours est là. C'est pas fini. Désolé. Un dernier truc. Regardez ça. Tendez vos mains. Cette techno, vous savez depuis combien de temps elle existe? 5 millions d'années. On la partage avec des anciens chimpanzés et tout ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les 31 ans qui viennent, jusqu'en 2050, avec ces mains? Qu'est-ce que vous allez faire? Je prends mon anti-sèche. Les artistes de la grotte de Chauvet, ça c'est une reproduction que vous voyez derrière moi. Les premiers agriculteurs, qu'ont-ils fait de leurs mains? Margaret Hamilton, qui a programmé le programme spatial de la mission Apollo, enfin qui y a participé plutôt, qui en a assuré la chefferie. Marie Curie, qui a découvert la radioactivité. Sonia Delaunay, la peintre. Simone de Beauvoir, quand elle a écrit Le deuxième sexe. Évidemment, quelques mecs aussi, Gutenberg, Vasco de Gama, celui qui a envoyé le premier email sur ARPANET en 71, Saint-Exupéry, Nelson Mandela, les mains de ceux qu'on aime, les mains de nos enfants, vos mains. On a l'avenir entre nos mains. Merci.